téléspectateurs, pas auditeurs. Je sais que vous êtes nombreux, un peu partout en France et en dehors de la France, l'Espagne, l'Italie, le Canada et en Israël évidemment. Alors bonjour à tous. En deux mots, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Yossi Bendayan. Je suis chef cuisinier, pendant 15 ans le chef cuisinier de l'école d'hôtellerie de Jérusalem. J'ai fait mon alia il y a 36 ans. Je le dis bien fort parce que ça va me permettre de me faire excuser pour mon français qui commence à s'oublier un petit peu. Donc, si des fois vous avez des E et des A et je ne me rappelle pas de certains mots, vous comprendrez. Et puis, maximum, je le dirai en hébreu et puis il y aura quelqu'un qui me le soufflera en français. Alors, ben écoutez, pourquoi on a fait de la vegan, de la cuisine vegan aujourd'hui? J'en ai aucune idée. Mais je crois que si je me rappelle bien, c'est parce qu'une fois j'avais fait un plat que dont j'avais mis une photo sur les réseaux sociaux et Yasmine m'a dit aussi, il faut absolument qu'on fasse ça. J'ai dit, ouais, c'est vegan. Elle m'a dit, mais c'est super bon, alors viens, on fait une soirée vegan. Allez, on fait une soirée vegan. Bon, moi, je suis pas vegan, mais c'est vrai que c'est un trend, c'est quelque chose qu'on rencontre de plus en plus en Israël. Et c'est vrai que Tel Aviv est considérée comme une des villes en avant-garde à ce sujet. Je vais vous dire quelque chose, c'est pas seulement par conviction idéologique que les gens sont véganes. Il y a beaucoup de gens. J'ai un ami avec qui j'ai parlé 5 minutes avant de commencer l'émission. Je voulais avoir un petit peu qui me dise un petit peu ses impressions et son feeling. Lui, c'est pas du tout par conviction, par idéologie, c'est plutôt par santé. Et en deux mots, ce qu'il m'a dit, c'est que depuis c'est quelqu'un qui avait eu des problèmes de cœur. Il m'a dit depuis ça fait 2 ans que ça m'a changé la vie. Ça m'a changé la vie, plus d'interventions chirurgicales, cardiaques, depuis que j'ai commencé à manger vegan. Et puis un feeling de légèreté. Alors, bon, et puis c'est tout simplement bon. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui ont peur. Le mot vegan, le mot végétarien, ça fait peur à beaucoup de gens, mais on peut faire des choses qui sont excellentes, qui sont très bonnes. Je vous rappelle qu'Israël a été défini comme un pays du lait. Bon, le lait, on le laisse de côté, mais les 7 fruits d'Israël, on n'a pas dit l'Israël, des vaches et des beaux poulets, mais c'est le pays des olives, des dattes, des grenades, etc. On parle de fruits, de légumes, et puis on peut faire de la cuisine extraordinaire qui est basée à base de tous les produits, des produits naturels qui ne sont pas d'origine animale. Alors, ce qu'on va faire, vous savez que moi, je suis très axé vers les goûts et le terroir israélien. Je vais reprendre un plat qui est très connu. Alors, je l'ai appelé shawarma, mais en fait, j'aurais voulu l'appeler différemment. Je voulais pas compliquer les choses. Certains de vous connaissent un plat qui s'appelle le Me'orav Yerushalmi, le mélange de Jérusalem. C'est un plat qui est très très connu. Ceux qui ont eu l'occasion de visiter le chouk de Machane Yehuda l'ont vu. Un plat qui est fait à base de toutes sortes de viandes. C'est du poulet, c'est des cœurs de poulet, c'est des rats de poulet, beaucoup d'oignons et on met ça dans une pita. C'est super bon. Ça a été inventé à Jérusalem. Il y a Et beaucoup surtout d'histoires beaucoup sur qui a d'épices. inventé ça. Et beaucoup d'épices, c'est ça. Et puis je me suis dit un jour, on va faire ça. Je travaille avec une société euh, qui élève et qui importe des champignons. Et je me suis dit un jour, on va faire quelque chose qui va ressembler et qui va se faire qu'avec des champignons. Alors, je vais inviter Routi, mon caméraman préféré, à nous montrer notre panier de champignons. Je vous ai dit dans la recette que, bon, j'ai nommé quelques champignons, mais vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Vous avez en France des champignons qu'on n'a pas en Israël, si ce n'est par exemple les chanterelles, les cèpes, toutes sortes de champignons. Allez-y, quoi. Mélangez ce que vous avez envie. Bon, là, j'ai des champignons de Paris, des blancs et des marrons, des portobello, ok, euh, des champignons, ce qu'on appelle ici des champignons de forêt au oyster mushroom, et des shimeji. Des shimeji marrons, il y a aussi les blancs, mais bon, vous pouvez jouer avec toutes les sortes de champignons que vous voulez. Je vous montre nos épices. Alors, les épices, c'est simple, du sel, du poivre,
du curcuma, paprika doux, vous pouvez mettre aussi du piquant, du cumin, un petit peu de sumac. Et puis j'ai rajouté une épice que vous n'avez pas sur la liste, mais que moi j'aime beaucoup, c'est le hel, le cardamone. Alors le cardamone, c'est comme ça, ok. Et puis quand c'est haché, quand on le broie, on reçoit une poudre, tout simplement. Alors on va utiliser évidemment la poudre, pas les graines. Les graines, des fois, elles sont mises dans la cuisine arabe, dans le riz, dans le café. C'est très bon dans le café. Alors on commence. On va commencer d'abord par les oignons. J'ai pris la liberté de déjà couper 2 oignons. On va en rajouter un. J'en ai laissé juste un, juste pour vous montrer comment les couper. Pendant ce temps-là, Eric, et aussi on pose une question que j'ose à oui, peine te poser. Peut-on se servir de champignons congelés? Je ne savais même pas que ça existait. oui, bien sûr. Champignons congelés, le seul truc, vous les décongelez bien à l'avance, vous les mettez à égoutter. Vous pouvez même vous servir de champignons en boîte si vous voulez, hein. Bon, évidemment, c'est meilleur d'avoir des champignons frais, mais les champignons en boîte, congelés, vous pouvez y aller. Il y a cette très bonne marque en France qui fait des légumes surgelés. Picard, c'est ça? Je fais de la pub, mais moi, je suis à l'étranger, j'ai le droit de le faire. J'ai entendu qu'elle faisait des très bons produits dans le surgelé. Alors, l'oignon, je l'ai dit en lamelles. Je ne vais pas faire des trop grandes, des trop longues lamelles. Je vais couper en deux et puis après faire mes lamelles. Et ce qu'on va faire, la première chose avant de commencer à couper les champignons, c'est qu'on va envoyer ça, à la poêle. On va faire chauffer la poêle en attendant. Alors j'ai ici 3 oignons, des oignons moyens, pas trop gros. Mais bon, vous pouvez en mettre un peu plus si vous aimez. Il n'y a rien de très strict dans la recette, quoi. Vous pouvez mettre un peu moins d'oignons, un peu plus d'oignons. L'oignon, ça donne quand même ça allégit un petit peu la recette. Les champignons, vous voulez en mettre plus, vous pouvez y aller. Le temps que l'huile chauffe, je vais commencer à couper mes champignons. Alors, les champignons de Paris, tout simplement, on va les couper en tranches, en lamelles. Alors, là, ils vont me poser la question, là, je la vois venir. Est-ce qu'on lave les champignons ou pas? Bravo, bravo, la question. Ils l'ont posé déjà? Ils ont tous pensé comme moi. Voilà, ils l'ont pensé, hein. Alors écoutez, il faut savoir que les champignons, ça grandit sur une base qui est totalement stérile. C'est-à-dire, comment on dit, un matza. Un support. Un support, un lit qui est stérilisé complètement. Et Terreau. Pardon? Ouais, un terreau qui est complètement terreau. stérilisé. Oui, un terreau qui est complètement stérilisé et dans lequel on introduit l'enzyme qui est en fait le champignon qu'on cherche à élever. Donc à part ça, on laisse rien à l'intérieur. Et bon, à part le fait qu'il y a des fois ces petits trucs noirs là c'est en fait les restes de terreau qui nous dérangent. Vous pouvez juste essuyer les champignons. Si vous voulez les rincer, faites-le, mais c'est seulement juste avant l'utilisation. Autrement, après, ça prend l'eau et c'est pas très agréable. Il se ratatine un petit peu. Surtout si vous les faites cuire, hein, pas obligé de les laver à l'avance. Alors, bien, on s'approche un petit peu du feu. Donc, quand tu fais chauffer la poêle, tu fais chauffer la poêle avant de mettre l'huile. Oui, ou alors avec l'huile, mais là au moins je fais attention. Si par exemple j'oublie ou un truc comme ça, là au moins je contrôle, quoi. La poêle elle peut être chaude, l'huile je veux pas qu'elle brûle, qu'elle commence à fumer. Surtout que j'ai mis de l'huile d'olive qui arrive à une température un peu moins basse que les huiles végétales, des autres huiles végétales, comme l'huile de colza, etc. Elle brûle plus vite, donc je fais attention, mais bon, elle va me donner un meilleur goût évidemment. Alors on envoie tout ça, et ce qu'on veut, c'est leur donner une jolie couleur. Ils se ramollissent, qu'ils aient une belle couleur. Alors on va les laisser, on va les laisser s'amuser là dans la poêle et nous on va continuer avec nos champignons. À feu fort aussi? Pardon? Oui. Là pour l'instant à feu fort, on peut y aller là. Hein. Évidemment, les champignons, ça ne s'épluche pas. Alors c'était la deuxième partie, c'est qu'il y en a qui épluchent, qui vraiment, vous voyez, ils épluchent les champignons. Mais là, regardez, je prends par exemple ce champignon. Si je l'épluche, regardez ce qui se passe.
Ok, super, super propre, colle à cavode, c'est joli, c'est bien, c'est nickel, mais Quand ce on le que je coupe, veux il va obtenir, s'effriter. non, on n'a plus aucun, je veux dire, il perd un petit peu de son cachet, quoi, le champignon. Donc moi, non, je le laisse avec, je l'épluche pas. Alors, on a les champignons, cette sorte-là que j'adore. Vous savez, je vous ai marqué le nom en français. Pleurote, je crois. Si quelqu'un peut regarder la recette et me redire le nom de ce champignon en français. En anglais, on appelle ça oyster mushroom, le champignon de l'huître, de par sa forme. Ouais, Oui, pleurote. ils ont tous les écrans fermés, donc je vais Je vérifier. regarde aussi et je te dis, Non, attends. c'est pleurote, je crois que ça s'appelle. Ok, on a le portobello qui est un champignon extraordinaire. Là aussi, Pleurote, Et le pleurote. pleurote ou le oui, oui. shiitake. Alors, Ouais, Paris, pleurote, le shiitake, shiitake, j'en ai pas pris, j'en ai pas trouvé aujourd'hui du Alors le frais. shimiri. chimichurri et pleurote. Shimaji, c'est celui-là. Le pleurote, c'est celui qu'on vient de couper, là, qui était Pleurote en huître. comme des mains, ouais, c'est exactement. Et ça, c'est le shimaji. Vous savez pourquoi j'ai utilisé le shimaji la première fois que je l'ai vu? Et c'est celui-là qui m'a donné l'idée de faire le meorave. C'est que ça m'a rappelé un petit peu les rades de poulet qu'on trouve dans le meorave Yerushalmi. Hein, tu connais ça, Oui, bien Avi? sûr, bien sûr. Ça m'a Sans rappelé ça, il n'y a ça et pas je de... me suis dit, tiens, je vais faire une mana avec. Alors, j'enlève d'abord toutes les têtes. Évidemment, je vais utiliser aussi les queues, elles sont magnifiques. Juste le bout. Il y a juste le bout qu'on ne va pas utiliser. Hein, c'est de la racine en fait. Donc, on a ici tous nos champignons. Et puis, je vais vous dire un truc. Vous pouvez faire même cette recette avec une sorte de champignon si vous n'avez trouvé qu'une sorte. Allez-y, faites-le, ça va être très très bon. Si vous avez que du champignon de Paris, ben faites-le qu'avec du champignon de Paris, je vous assure, vous allez vous régaler. Ok, alors un petit coup de lavage de main. On va voir ce qui se passe avec nos oignons. On nous demande est-ce qu'on peut utiliser toutes les sortes de champignons. Je viens de dire, oui. Toutes les sortes. Ben oui, vous savez, moi je me rappelle quand j'étais à l'école, il y avait le tableau dans les classes. Je ne sais pas si ça existe toujours ça. Tu te rappelles, Avi? Il y avait Bien le sûr. tableau, il y avait les champignons qui étaient Vénéneux. comestibles et les champignons vénéneux. Ben, n'utilisez pas les vénéneux, mais à part ça, vous pouvez y aller. Hein. Tous les champignons frais qui peuvent se faire rapidement, juste un petit peu sauter à la poêle, vous pouvez y aller. Alors pour gagner du temps, vous savez quoi? Routi, tu vas rester là-dessus. Moi, je vais rentrer à la réserve, apporter une autre poêle. Comme ça, on va essayer d'avancer un peu plus vite. Parce qu'il faut bien 20 minutes pour les oignons. Hein. Oh non, beaucoup moins. Beaucoup moins. Non. Ah, tu vas voir, c'est rapide. Je m'excuse, je vous fais du bruit dans les oreilles. C'est mes poils. Ok, tu vois, les oignons, ils ont déjà une jolie couleur. On veut juste qu'ils soient un peu plus moelleux, hein, un peu plus cuits. On les fait transpirer, hein, c'est ça. Oui, hein, oui, mais quand même un peu plus. Hein, on leur fait prendre la couleur. Comme on dit à Marseille, mets de l'huile. Alors j'en rajoute un petit peu. Et je vais en mettre ici aussi. Et là, je vais faire sauter. Moi, j'aime bien faire sauter les oignons à part, faire les champignons et après mélanger le tout. Alors. Outi, tu prends ça, tu le vois? C'est joli, hein? Voilà, on voit que les champignons ils commencent déjà à se ramollir. Hein, on ne veut pas qu'ils soient craquants, on veut quand même qu'ils soient agréables. Donc on les laisse un peu plus, mais bon, Avis, je pense qu'en 10 minutes, là, avec trois petits oignons, en 10 minutes, ça devrait être bon. Hein. Alors, en attendant, je vais amener les champignons.
crois que j'en ai coupé un peu plus que ce que je vous ai dit de prendre, mais bon, c'est pas grave, comme je vous ai dit, on n'est pas obligé de rester sur des. Alors, une question aussi pendant que tu fais. Ouais. C'est pas le genre de produit qu'il faut saler tout de suite? Non. Non, pas obligatoirement. Écoute, saler ça maintenant, c'est ça va être très très difficile. Je préfère que ça se tasse un petit peu et pour avoir une meilleure idée, parce qu'elles vont perdre beaucoup d'eau. Des fois, quand on a quelque chose qui a beaucoup de volume et qu'on le sale, quand on le regarde et qu'on met le sel, en regardant le volume qu'on a à ce moment même, on risque de trop saler. Je préfère attendre que le volume baisse, que l'eau s'évapore, pour avoir une meilleure idée de la quantité de sel qu'il faut mettre. Alors ça va encore plus vite que l'oignon, hein. Alors, évidemment qu'il y a des restaurants végétariens, même à Jérusalem, je crois. Oui, oui, oui. Vous savez, la dernière fois, on parlait des restaurants très huppés à Jérusalem. Et on parlait de ce restaurant qui s'appelle Mahne Yehuda, un restaurant pas cachère qui a ouvert des filières un peu partout, à Londres, à Paris, le Balagan à Paris. Et leur nouveau restaurant, malheureusement, il a été ouvert et puis il a ouvert juste avant qu'on ait ce problème-là du Covid. Donc, ils sont fermés là, ils ont ouvert pour faire comment on dit, des mishlochim, des livraisons seulement. Ils ont ouvert un restaurant végétarien, pas vegan, mais un restaurant végétarien. Et puis, il y en a d'autres, hein. Il y en a pas mal. Tu te rappelles, il y avait à Jérusalem un restaurant mythologique végétarien qui était sur la rue Yafo, The Green, Green Village. Green Village, ouais. C'était à une époque où personne ne parlait végétarien. C'était un des pionniers. C'est un peu l'influence américaine. Oui, c'est voilà, un peu l'influence américaine aussi. Bon, mais il y avait des bons trucs, hein, des bonnes quiches, des lasagnes, des trucs comme ça, mais c'était végétarien, pas vegan. Hein. Ici, on reste vraiment là sur le truc vegan. Je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, la grande différence entre vegan et végétarien, c'est que végétarien se mange des laitages, des fromages et autres, alors que les véganes, il y a même des végétariens qui mangent du poisson, alors que vegan, c'est sans produits animal du tout, du tout. Ok, alors regardez. Bien. Les oignons sont prêts. Les champignons sont prêts. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre les deux ensemble. Allez, et puis, on va faire sauter ensemble. Et là, je vais commencer l'assaisonnement. Alors, du sel. Tu vois la différence pardon? Oui, c'est super en wok. Mon semi-wok, il est un peu petit pour ça, donc j'ai préféré mettre dans une grande poêle. Mais c'est pas qu'on peut le faire dans le wok, c'est mieux. Mais je veux dire, on peut le faire dans une poêle parce que la plupart des gens ont une poêle à la maison et pas un wok. Alors, sel. Tu vois, c'est plus facile maintenant de voir la quantité de sel, d'évaluer la quantité de sel qu'il faut. Du poivre. Un peu de paprika. Vous avez les quantités, hein. Un petit peu de curcuma. En fait, ce mélange d'épices que je suis en train de faire, ça s'achète aussi, hein. Le mélange d'épices shawarma ou mehorav, du cumin, un petit peu de sumac, et je vous avais dit le cardamone. Je ne l'ai pas mis dans la recette, mais moi je l'adore. Il ne faut pas en mettre trop. Je mets vraiment un quart de cuillère à café. Ça donne un goût très spécial. Voilà, en hébreu, le cardamone, c'est quoi? Hel. Ah oui, hel, c'est ça. Ouais. Une fois, j'ai traduit une recette. Il y avait marqué hell. Il m'a marqué diable. Google Translate. Alors, quand même, une dominante du shawarma, c'est quand même les épices. Hein. Ah oui, absolument. Faut le dire. Hein, alors, les gens, bon, là les gens ne s'inquiètent pas.
Non, oui, 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 mais c'est ça, c'est ce mélange d'épices qui donne tout ce goût très, très spécial. Et encore, on y est allé mollo, je vous assure, hein. Vous mangez un meorav yerushalmi au chouk, dans la fameuse tekiya de Chatzot, le petit restaurant qui s'appelle Chatzot, où il y a une petite fenêtre où vous vous mettez devant la fenêtre et on vous sert le meorav. Le meorav yerushalmi, là, je vous assure que les épices. Alors, une petite anecdote sur ce restaurant. Une petite anecdote sur ce restaurant. Les jours où il y a les matchs de l'équipe de foot de Jérusalem, Betar Yerushalayim, quand ils gagnent. Qui a été racheté par les Émirats. Racheté par les Émirats, évidemment. Quand ils gagnent un match, le soir, vous avez jusqu'à 2 h du matin, vous avez la queue devant cette petite fenêtre là où ils vous font le meorav. Les gens finissent le match et puis ils vont se faire un meorav yerushalmi. Et il y a une autre blague qui dit que quand tu as un mariage et que les plats sont les plats un petit peu gastro ou que tu manges pas trop bien, ou alors que la bouffe était pas bonne, tu dis bon allez, on finit le mariage, on va se faire un chatzot. On va se faire un meorav yerushalmi et chatzot. Voilà, ça y est, c'est prêt. Alors en fait, la cuisson là, c'était 10 minutes, un quart d'heure, hein, en tout et pour tout. On va le servir. On va d'abord goûter, on va voir comment c'est. C'est bon? C'est bon, un petit peu de sel encore. Mais puis après, bon, j'imagine que chacun, hein, il a ses préférences. Si vous aimez un peu plus le cumin, allez-y, mettez-en un peu plus, etc., etc. Pour toutes les épices, vous aimez un peu plus poivré. Mais c'est ça, hein, c'est plus ou moins ça ce qu'on va avoir. Alors, ça peut se manger tout simplement comme ça. Pour ceux qui ne sont pas véganes et qui vont servir une viande, mais ça peut être un accompagnement, un super accompagnement à côté de votre viande, d'un poulet, d'un poisson. Et puis, et pour ceux qui sont véganes ou végétariens, ben c'est un plat en lui-même. Alors, évidemment, j'ai oublié de faire chauffer les pitas. Bon, j'ai pris des pitas Kemach Malé. Des pitas les véganes. Hein? Les végétariens mangent avec de la farine complète. Voilà. Alors, si on leur fait plaisir, on va jusqu'au bout là. Je vous ai préparé un petit plateau sympa. Alors, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que fait un oignon entier comme ça, cru, dans un plateau comme ça, c'est super bon. En Israël, souvent, quand on vous sert un hummus ou un falafel dans l'assiette, on va vous donner des cornichons, enfin les grands concombres. Chez Pinati, bien sûr, chez Mordor, chez Rachmo, au chouk, ils vont vous donner aussi de l'oignon. Hein. Écoutez, on peut mettre du hummus et moi j'aime quand c'est qu'avec le champignon, bien rempli, à la chouk, façon du chouk. D'ailleurs, le chouk aujourd'hui se transforme en marché de nourriture plus qu'un marché de vente de produits. Absolument. On en a parlé la dernière fois, c'est absolument ça. De plus en plus, aller au chouk, c'est aller à un restaurant ouvert, hein. Un peu de trina. Ça va tenir là? Ouais, ça va tenir, mais bien sûr que ça va tenir. Allez, on en fait encore une. Non, on a déjà faim là. Ouais. Donc la pita, si elle est bien réchauffée au four, c'est encore meilleur, évidemment. Ah, mais bien sûr. Et aussi, il y a une question concernant ton couteau. Où on trouve le couteau comme le couteau là que tu as? Où on les trouve? On les trouve dans les magasins de couteaux. Les trucs jaunes. J'ai pas vu les couteaux. Celui-là. Ouais, ces couteaux, ils sont extraordinaires. C'est des couteaux qui sont très simples. Ils viennent de Chine. J'ai un ami qui les importe. Et ce qui est magnifique avec ce couteau, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les petits couteaux à scie. Vous savez, ils font tout à la maison avec ces petits couteaux à scie. Et l'avantage de ce couteau, c'est qu'il a le manche qui est un petit peu relevé. Donc, quand on coupe, quand on est sur la planche à découper, les doigts, en fait, ils n'empêchent pas le couteau de couper. Ça, c'est les couteaux que les gens ils aiment avoir à la maison pour couper des salades, etc. Mais quand vous le trappez dans la main et que vous voulez couper, les doigts, en fait, ils font que la lame
on va débarrasser un petit peu. Il faut que la lame… Allez chez Fox Home, à la caisse, vous les trouverez. Non. C'est une autre marque. On voit une une autre bonne marque qui est qualité, chez je parle. Foxhome. C'est une autre marque qui est chez Foxhome. Cette marque s'appelle Berox. Bon, en Israël, elle est vendue dans plusieurs endroits, mais bon. Je sais pas comment on peut le trouver en dehors d'Israël. Voilà. Pour ceux qui veulent pas manger de pain, tout simplement. Pour les gens qui veulent acheter des produits pour équiper leur cuisine, DELHERIN, le plus grand magasin d'accessoires de cuisine, Place des Halles. Ah, ok, en France, d'accord. Voilà. Un petit peu de persil. Et voilà. Allez, Ruti, arrête de manger. Elle n'arrête pas de manger. Le caméraman, il mange. Hein. Et vous ne voyez pas, mais moi, je vois. Hein. En hébreu, on dit Dvarim sheroim mipo loroim misham. Moi, je vois des choses de mon côté que vous ne voyez pas. Le caméraman en profite pour manger. Ok, on est bon? Clap, 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 clap. Tout le monde applaudit. Kol hakavod. On va passer au prochain. Alors, un petit coup de nettoyage. Et on passe à notre prochain plat. Alors, je ne sais pas comment Yasmine elle a réussi à me convaincre à chaque fois de faire un dessert. J'aime pas les desserts. Enfin, j'aime les manger, mais j'aime pas les faire. Même les manger. Moi, j'aime bien finir un repas avec quelque chose avec ce que j'ai mangé. Pas rajouter du sucré. J'aime bien rester sur le goût du salé. Mais Yasmine, elle a ses méthodes pour convaincre. Donc, ça fait quelques fois que je fais des desserts. Alors, on va faire un dessert qui est hyper simple. Hyper simple. Ça s'appelle le panna cotta. Alors, le panna cotta, à l'origine, c'est fait avec de la crème liquide. Et puis là, on veut ni lait, ni œuf, donc il faut trouver quelque chose quand même qui va nous faire un joli dessert sans tout ça. Alors, on va utiliser de la crème de coco. La crème de coco, ça se trouve dans tous les supermarchés. La seule chose que je vais vous conseiller, c'est que quand vous allez l'acheter, quelle que soit la marque que vous allez utiliser, regardez le pourcentage de matière grasse qui est à l'intérieur. Il faut quand même acheter quelque chose qui a assez de matière grasse, entre 18 et 24% de matière grasse. Ne soyez pas tenté d'acheter quelque chose qui soit trop bas en matière grasse, parce que après ça va faire un peu trop liquide. Ça n'aura pas l'onctuosité que va avoir le dessert fait avec quelque chose qui a une certaine consistance. Alors, ce qu'on fait, c'est comme ça. Regardez, c'est hyper simple. Alors, moi, j'ai appelé ça panna cotta au miel et aux fruits rouges. Et là, on s'est pris, on a fait une grosse erreur. On s'en est pas rendu compte, c'est que le miel, en fait, c'est un petit peu controversé, mais il faut savoir que le miel, il y a des gens véganes, la plupart des véganes n'en mangent pas. Il y en a qui disent oui, c'est le genre de choses qu'on peut manger, mais la plupart n'en mangent pas. Ben écoutez, donc c'était à la limite, c'était à l'origine une erreur que j'ai fait de le marquer. Donc on va le substituer. Hein, je le fais avec autre chose. J'ai pris à la place du miel, j'ai pris du silane. On peut prendre du sirop de carube ou tout simplement faire avec du sucre, un petit peu de vanille si on veut. Les ingrédients hyper simples. Hein. Vous allez voir la préparation aussi très rapide. Alors regardez l'onctuosité de la crème. Regarde, tiens, filme ça. Regarde comment c'est épais. Bon, la fin ça va être un peu plus liquide. Le bas. Voilà, on a 500 millilitres. Alors 500 millilitres, ça fait entre 4 et 5 portions. Ça peut aller jusqu'à 6 portions si vous faites des petites verrines, des verrines un peu plus petites. Alors, on a le sucre. Je crois que j'avais marqué 50 grammes de sucre. Ça, je veux dire, si vous aimez sucré, hein, vous pouvez baisser à 40 grammes même. Vous allez goûter la première fois que vous allez faire ça, et puis après, vous allez décider si vous voulez laisser cette quantité de sucre ou baisser. Alors, à la place du miel, si on est vegan, on va mettre du silane ou alors le laisser tout simplement qu'avec du sucre. Augmenter encore un petit peu le sucre, encore 20 grammes, disons. On mélange et on met ça sur le feu. Et aussi, il y a une question. Si on n'est pas vegan, est-ce qu'on peut prendre de la crème liquide à la place de la crème de coco?
Oui, bien sûr. Alors, la recette, c'est exactement la même recette avec la crème liquide. Il y a vous avez deux cas où vous allez vouloir utiliser de la crème de coco. Même trois. Premier, si vous êtes vegan. Deuxième, parce que vous aimez énormément le coco. Et troisième, si vous voulez faire un dessert parvé. Rien à voir avec vegan. Vous avez un repas Bassari. Vous avez un repas Bassari et vous voulez faire un dessert qui va rester parvé. C'est l'idéal. Plutôt que d'utiliser de la crème parvé, qui a un goût que moi personnellement j'aime pas trop, eh bien on fait avec de la crème de coco. Voilà, alors on va mélanger et on fait chauffer. Alors le truc avec le silane, c'est que ça donne une couleur un petit peu mocha. Le miel lui laisse sa couleur blanche, mais c'est joli aussi, hein. On fait chauffer et ensuite, ce qui va nous permettre de le gélifier, c'est la gélatine si on n'est pas vegan, ou du agar-agar. C'est aussi quelque chose qui gélifie les liquides. Si la gélatine la gélatine cachère est faite à base de poisson, le agar-agar est fait à base d'algues rouges, donc c'est complètement vegan. Alors, l'utilisation est un petit peu différente. La gélatine, en général, il faut rajouter de l'eau froide, laisser reposer un petit peu au frigo pendant 5 minutes, et puis après, décoller. Vous avez comme une sorte de médaillon qui va se décoller, on le met à l'intérieur. Le agar-agar, il faut que ça, quand même, pour le faire marcher, il faut que ça bout, ou au moins que ça arrive à 90 degrés. Donc, on a ces 2 grammes de agar-agar. On va attendre que ça soit chaud. Dès que ça va être chaud, ça vient là. Alors, Yossi, ce agar-agar, ça s'achète magasin spécialisé? Oui, dans les magasins spécialisés, dans les magasins végétariens. En France, je ne sais pas exactement. Yasmine, tu m'avais dit quelque chose? Oui, moi on trouve partout, même grande surface, Franprix, Monoprix. Okay. Moi j'achète là-bas en tout cas. Ok. Tu l'achètes en poudre? Oui. Là, j'ai acheté même des petits sachets comme la levure chimique, par exemple. J'ai acheté la même chose à agar-agar en petits sachets de 2 grammes. Voilà. C'est ce que j'ai acheté Ça vient en récemment. sachet de 2 grammes, exactement. Voilà. Ça vient en sachet de 2 grammes. Bon, maintenant, vous pouvez mettre 3 grammes, mais il faut savoir que ça va être un peu plus dur, quoi. Il faut que ça soit crémeux, il faut que ça reste crémeux. Donc, normalement, les 2 grammes, ils font l'affaire avec les 500 millilitres. Alors là, voilà, ça va chauffer. Alors, bien, Ruth, si tu vas t'approcher, on va voir que ça commence vraiment, l'ébullition commence. À frémir. Voilà. Mahon. Merci. Shalom Kor. Et je vais rajouter le agar-agar et mélanger. Alors, il faut le laisser prendre quand même un petit peu. Il faut absolument que ça arrive au moins à 90 degrés. De toute façon, dès que ça frémit, qu'on voit des bulles, c'est que c'est bon, hein, on est à pratiquement 100 degrés. Et voilà, c'est prêt, ça y est. Voilà, ça bout là. Donc, on est bon. Quelques secondes en ébullition et on éteint. OK? Ça, c'est prêt. On va passer à la préparation du... tu restes là? Je vais apporter les produits ici. Notre préparation de coulis, enfin, c'est pas vraiment un coulis, je ne vais pas hacher les fruits rouges. C'est hyper simple, regardez ce que je fais. On a 200 grammes de fruits rouges, un mélange, ou si vous aimez juste les groseilles, ou juste les myrtilles, ou autre chose, vous mettez ce que vous voulez. Là, il y a un mélange. On a les fruits rouges, on a le sucre, et on allume. Là aussi, on le fait bouillir, et en attendant, bon là j'ai un petit peu de maïzena pour durcir. Pour que ça soit pas, ouais, pour le durcir un petit peu, pour que ce soit pas trop liquide. Là, regarde, ok. On va juste attendre que le sucre se dissout à l'intérieur. C'est tout ce qu'on veut. Ça,
moi, ce que je vais faire, ce que j'aime faire, pour pas qu'on ait de bulles, trop de bulles sur la panna cotta, j'aime bien le passer. Vous voyez cette mousse qui se forme au-dessus. C'est pas toujours très joli de voir ça à la surface de la panna cotta. Ok, super. Allez, Roti, tu m'accompagnes. Et on prépare nos coupelles, nos coupes. J'aime bien utiliser des coupes qui sont transparentes pour qu'on puisse voir la différence entre le panna cotta et les fruits rouges. Mais si vous avez des trucs en porcelaine, des jolis récipients en porcelaine, vous pouvez y aller. Alors, normalement, on met 100 grammes. 100 grammes par personne, entre 90 et 100 grammes. Et si vous mettez 100 grammes, vous devriez en avoir entre 5 et 6. Mais bon, là la petite coupe, elle a l'air un peu, elle est un peu grande. Donc, on a tendance à vouloir la remplir un peu plus. Mais je vous assure que quand vous finissez un bon repas, il ne faut pas en avoir trop, hein. Voilà, là, j'en ai encore pour pratiquement 2. Donc, ce qu'on fait, on les verse et on les met au frigo. Il faut 3-4 bonnes heures. Le mieux, c'est de le faire le matin si vous voulez le manger le soir ou la veille. Et le laisser bien prendre au frigo pour que ça durcisse, que ça se fige. Évidemment, j'en ai préparé qui sont déjà prêts. Alors dans ceux-là, moi, je n'ai pas mis de silane. J'ai mis du miel. Donc vous voyez la différence de la couleur entre les deux. Le silane a donné une couleur un petit peu café. On arrête 2 secondes. On va retrouver notre. Il y a bien photographie ici. Alors, notre mélange de fruits rouges a bouilli. J'ai la maïzena ici. Je mets un tout petit peu d'eau, genre une cuillère à soupe, sur une cuillère à café de maïzena. Je mélange. Et dès que ça bout, ou quand ça bout, on rajoute, on mélange. Voilà. Ça reste liquide, hein. On ne veut pas quelque chose qui soit figé, mais on veut que ça soit un petit peu sauce. Là, maintenant, vous n'allez pas le sentir encore. Ça paraît encore un peu liquide. Mais quand ça va rentrer au frais, eh bien, ça va un petit peu se durcir et c'est ce qu'on veut. C'est juste un petit peu rattraper les liquides. C'est tout, hein. C'est prêt. Donc, vous avez vu, le panna cotta, c'était très rapide à faire. Ça prend, dès que vous avez les ingrédients de près, ça prend 2 minutes, quoi. Cette quantité pour faire bouillir, c'est 2 minutes. Et ça aussi, ça nous a pris 2 minutes. Donc, très rapide comme recette. Encore une fois, tu t'approches un petit peu, qu'on voit la différence entre les deux. On a le panna cotta où on a mis du miel qui est resté blanc, ou que du sucre. Et on a le panna cotta où on a mis du silane. Hein, la couleur du silane a donné cette couleur un petit peu mocha. Voilà. Expliquez aussi pour les gens qui ne savent pas, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre la fécule de pomme de terre et la maïzena? Il n'y a pas une grande différence. La plupart du temps, par exemple, à Pessar, comme il y en a qui n'utilisent pas la maïzena, qui ne mangent pas de maïs, on substitue par de la fécule de pomme de terre. On peut travailler pratiquement de la même manière avec. OK? Alors, ce qui est important, c'est que une fois que c'est figé, ne jamais mettre la sauce qu'on vient de faire qui est chaude. Si on la dépose par-dessus, ça va refaire refondre un petit peu la partie supérieure du panna cotta. Donc, on fait refroidir notre sauce au moins à température ambiante. Et puis ensuite, eh bien, tout simplement, très sympa. Ils sont bien silencieux, hein.
Bah, je crois qu'ils regardent, ils ont comme moi, ils ont faim, ils ont envie de passer à travers l'écran. Ça doit être ça. Alors, on va prendre. Vous savez que ce que aussi nous montre d'abord, en dehors des plats extrêmement appétissants qu'il fait, c'est que la présentation n'est pas moins importante pour un chef que ce qu'il y a dedans, évidemment. Ouais. Là, je vous dis la vérité, en présentation, il ne faut pas trop en faire parce que regardez, c'est joli, c'est tout simplement joli, c'est simple. Mais bon, j'ai pas pu m'en empêcher. Alors, j'ai apporté quelques petits trucs qui me paraissaient sympas. Je vais vous montrer là ce que j'ai fait. Bon, là, c'est des petites pâquerettes qui sont faites à base de sucre. C'est ma pâtissière Florence qui me les a préparées. Alors ça, je vous dis pas d'en faire. Il faut les moules. C'est de la pâte du RFM, ce qui s'appelle Batsek Souka. Ça, c'est des copeaux de coco, tout simplement. Puis là, j'ai pris de la menthe et j'ai cueilli tout à l'heure de mon jardin des pensées. C'est des fleurs qui sont comestibles. Donc, regardez, c'est super joli avec. Bon, le coco, là, je sais même pas s'il y a besoin de mettre du coco. Très joli comme ça. C'est joli, non? Magnifique. On laisse comme ça? On laisse comme ça. Allez, hop. Voilà, voilou. Alors, on a notre Meora Yerushalmi, on l'a appelé aussi shawarma, ok, c'est bon, de champignons. On a notre panna cotta, et ça vous avez vu, c'est vraiment hyper simple à faire. Notre panna cotta aux fruits rouges. Ben allez-y, vous avez un dessert super simple à faire, qui peut être parvé et très bon. N'utilisez pas de la crème parvée, utilisez de la crème de coco, ça sera un meilleur goût. Et ben voilà, on se voit l'année prochaine. Hein, Yasmine, on réfléchit à quelque chose de sympa pour la prochaine fois. Ah, je vais goûter pour vous montrer un petit peu la consistance du panna cotta à l'intérieur. Il doit être flottant comme du Malabi. Voilà, c'est assez crémeux, hein. C'est vraiment un bon goût de coco. Bon, il faut aimer le coco évidemment, mais c'est très agréable. Il n'y a pas ce goût, cet arrière-goût du parvé, des crèmes parvées qu'on utilise. C'est pour ça que dans beaucoup de desserts et dans beaucoup de sauces, même quand je fais des soupes des fois, que je veux rajouter cet aspect un petit peu crème dans la soupe, ben, j'utilise de la crème de coco. Par exemple, une soupe de potiron ou de légumes rouges, des légumes oranges, tous les légumes oranges avec à laquelle on veut donner un aspect un petit peu crémeux. Je préférais, si je veux le parvé, utiliser de la crème de coco plutôt qu'utiliser une crème parvée. Voilou. Il y a des questions? Il y en a eu tout au long. Toutes les questions que je t'ai posées, moi, en fin de compte, c'est les questions du public. Hein. Donc, voilà, je crois que les questions que tu as, c'est peut-on en avoir? Merci beaucoup. Un grand merci. Merci encore. Allez, par Zoom. Voilà. J'espère qu'on pourra cette année te voir en France en tournée. Ah, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Comme on l'a déjà fait, je crois que c'est ce qu'on peut souhaiter à tout le monde, de pouvoir enfin sortir, de pouvoir profiter en cette fin d'année civile, pouvoir un peu être beaucoup plus libre. Et la nourriture israélienne qui commence à être connue dans le monde. Et j'espère que tu seras un des porteurs de cette nourriture et à travers. Amen. Voilà. Yasmine, je te laisse le mot de la fin et je vous dis au revoir à tous. Shavua Tov. Nous, on se voit à partir du mois de janvier pour de nouvelles conférences et on vous tiendra au courant par newsletter et sur Facebook. Et voilà, je vous souhaite tous. Et un grand merci à Yossi encore. Merci beaucoup, Yossi. Merci à tous. Nathalie. Merci à tous. Kol Tov. Okay. Merci. Au revoir à tout le monde.